Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Marie-André Lamontagne, je suis écrivain, journaliste, je suis également directrice de la programmation du Festival littéraire international Métropolis Bleue à Montréal et c'est dans ce cadre que nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de deux excellents et terribles romans, vous en saurez plus dans un instant, et c'est le Festival Métropolis Bleue donc qui connaît sa 24e édition là au printemps 2022. Le Festival Métropolis Bleu, il y a quelques années, s'est associé au Festival du premier roman à Chambéry en France et depuis notre partenariat s'est développé de manière à mettre en valeur des premiers romans, des primo-romanciers comme on dit, soit en France, soit au Québec, en France et au Québec, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, et par l'entremise de clubs de lecture. Et en cours de route s'est ajoutée donc une structure ici à Montréal qui s'appelle les rendez-vous du premier roman, ce qui fait que notre partenariat est tripartite maintenant, donc Festival du premier roman de Chambéry, lecture plurielle, c'est le nom de l'association, les rendez-vous du premier roman à Montréal et le Festival Métropolis Bleu, tout à fait heureux d'être associé à cette initiative. Donc, les premiers romans, les premiers romanciers, comment sont-ils choisis? Ben, c'est par des lecteurs, des clubs de lecture qui sont un peu partout au Québec et aussi en France. Et donc, il y a un processus de lecture intensive de plusieurs romans. Il y a un tamis impitoyable qui se met en place. Et puis, à la fin, il y a deux primo-romanciers qui émergent du lot, qui sont les lauréats, en fait, du processus. Un primo-romancier québécois et un primo-romancier français. Donc, on les a aujourd'hui. Je vais vous les présenter dans un instant parce qu'on est à la fin du processus et au début d'une vie littéraire pour ces primo-romanciers. Donc, d'abord, Myriam Vincent, québécoise. Donc, vous êtes née à Contrecœur, près de Montréal, et vous avez étudié en lettres françaises à l'Université McGill, où vous avez obtenu une maîtrise. Vous avez publié des textes dans des revues. Vous êtes éditrice à la maison d'édition Poète de Brousse, maison d'édition où paraît Furie, que je vais montrer à l'écran. Furie, votre premier roman. Dimitri Rouchon-Bory, vous êtes né à Nantes, en France. Vous êtes journaliste au Télégramme, spécialisé dans la chronique d'affaires judiciaires. Vous avez publié un volume de ces chroniques sous le titre Au tribunal, chronique judiciaire. C'était à la Manufacture de livres en 2018, mais ce n'était pas un roman. Voici votre premier roman. Voilà, je le tiens. Le démon de la colline aux loups. Et c'est paru chez l'éditeur Le Tripode en 2021. Excellent éditeur en passant, Le Tripode. Excellent catalogue. Alors, des premiers romans d'excellente tenue, de grande force narrative et, je dirais, à portée éthique et sociologique. Chacun a ses spécificités et on ne va pas essayer de les comparer, que ce soit pour les rapprocher ou pour les distinguer, mais comme c'est le cas avec la nature humaine, je vais me contredire aussitôt en disant que vos deux romans sont l'un et l'autre d'une lecture saisissante, éprouvante à certains endroits, dans certaines scènes de très grande violence, physique aussi, violence et psychologique, jamais gratuite, cette violence, mais nécessaire dans le récit et attestée, hélas, dans les situations que vous évoquez. Alors, je propose à ceux qui nous regardent de prendre chaque roman séparément, d'abord, dans l'histoire d'entrer un peu plus dans l'intrigue et de savoir de quoi il s'agit. Alors, je commence avec vous, Dimitri Rouchon-Bory, Le démon de la colline aux loups. Alors, cette colline, c'est d'abord un lieu géographique, une colline, bel et bien, près d'un village avec une maison sur la colline et une famille, mais c'est beaucoup dire, une famille, en tout cas des gens dans la maison. C'est l'histoire d'une maltraitance absolue, racontée par celui qui l'a subi enfant et qui est maintenant adulte et en prison. Alors voilà en gros pour très schématiser là, le fil narratif. Alors ma première question, comment avez-vous trouvé le ton juste pour évoquer l'horreur pure? Le ton juste, c'est-à-dire une voix qu'on entend là dans le roman, une voix empêchée, limitée, mais aussi lucide et égarée avec des fulgurances incroyables. Comment avez-vous fait pour trouver cette voix?
Je pense que, heureusement pour moi, c'est plutôt cette voie qui m'a trouvé. Au moment des premières intuitions sur le projet de livre, je ne savais pas du tout où j'allais. Donc, j'avais juste en tête la toute première phrase du livre, que je tournais un peu comme ça en tête. Et puis, un jour, je l'ai écrite, cette première phrase, et le reste est venu en s'imposant de manière extrêmement simple. Et j'ai pas eu à calculer, j'ai pas eu à penser ou à me demander ce que je faisais, parce que j'ai été embarqué, la langue était très forte. Donc, moi, j'étais embarqué dans cette langue, et donc j'ai écrit le livre très rapidement. Donc, vous l'entendiez, cette langue, dans votre tête de romancier? Ouais, c'est comme si, à partir du moment où le personnage est apparu, à partir du moment où Duke est apparu, la langue était évidente, elle allait avec lui. C'était la langue pour ce personnage-là. C'était la sienne. Au début, moi, j'avais l'impression d'être presque un peu le scribe des propos du personnage. Donc, je sais pas trop comment. Il y a une sorte d'équilibre qui s'est trouvé entre effectivement la dureté du fond et puis le fait que la forme du propos permettait, je ne vais pas dire d'adoucir, mais en tout cas d'emmener ailleurs ce fond qui sinon sans doute serait resté trop sordide, trop brutal. Oui. Et voilà, et c'est une langue qui est étonnante parce que justement, elle permettait au personnage de garder une certaine candeur tout en traversant des choses atroces. L'horreur, oui. Ces enfants, alors si on prend l'enfance, l'immédiate enfance, ils sont laissés à eux-mêmes dans une pièce de la maison. C'est une sorte de masse indifférenciée de têtes, de bras et de jambes enchevêtrées, en tout cas au début, là, qui trouvent leur seul réconfort dans une sorte de chaleur animale. Comment utiliser le langage, les mots, donc, pour raconter ce qui, au début, du moins, n'est que sensation chez le narrateur. Là aussi, il y a une sorte de tour de force, là. Je crois que c'est cette langue qui permettait de le faire. Le personnage, comme il raconte ses premiers souvenirs avec beaucoup de naïveté, oui. Ça lui permet, je crois que pour le faire, il fallait que je sois moi-même dans une sorte de registre très instinctif. Il est vraiment, lui, dans un discours... on est au bord de l'animalité, en fait. Donc, on est dans quelque chose qui relève juste des sensations pures. Et c'est vrai que finalement, ça reste assez simple parce que c'est très simple en fait. Voilà, il n'y a pas de sophistication. Le plus dur, c'est justement d'éliminer tout ce qui relève éventuellement de trop de sophistication. Et comme il a une langue qui est très brutale et finalement, elle n'autorise pas l'hyper-sophistication. Donc ça, voilà, c'est paru. Mais après, c'est un peu la magie du moment de l'écriture où on arrive à être dans quelque chose de... voilà, c'est tellement fort, c'est tellement intense que les barrières se mettent automatiquement. Voilà. Et cette sophistication, vous étiez capable de la détecter quand elle faisait intrusion dans le processus d'écriture? Là, ce qui est particulier avec ce texte, c'est qu'il n'y avait pas de possibilité d'aller trop loin dans la sophistication. Il fallait que le personnage soit quand même suffisamment éclairé pour pouvoir voilà, nous emmener dans une réflexion aussi, dans une pensée. Mais en fait, là, ce qui a vraiment été le fil conducteur et le garde-fou, c'est la langue. Elle avait cette espèce de logique très forte et donc elle rendait les choses faciles et elle m'a évité plein de pièges. Et je m'en suis rendu compte après, en fait. Pendant que j'écrivais et c'est après quelques mois après que je me suis rendu compte que la façon dont cette langue se comporte, son rythme, sa nature même, ça m'empêchait justement d'être d'être tenté par des effets de langue ou par des effets de style. C'était trop brutal et c'était trop urgent pour que ça autorise de la langue, justement. C'est ça qui est étonnant. Donc, reconnaissance envers la langue, qui était un allié en l'occurrence. Oui. Avant de passer à Myriam, une dernière question concernant le temps. On a parlé de la langue, mais le temps, on a l'impression d'être hors du temps en lisant ce roman, même si à la télévision, l'ordinateur et même une certaine caméra maudite, ils sont présents. C'est voulu, cette dimension intemporelle, je dirais, comme une sorte de violence ontologique là, à peindre? Je crois que dans l'intuition que j'avais en cours d'écriture, comme j'ai écrit sur un laps de temps très court, j'ai pas eu le temps de formaliser tout ça. Mais je crois que ce que j'expliquerai maintenant de ce que je pense avoir voulu faire, c'était de pas donner des éléments qui sortent le lecteur
ce face-à-face avec ce que c'est que la violence effectivement ontologique. C'est-à-dire que si on donne des éléments de contexte, tout à coup, ça y est, on a une espèce de porte de sortie où on peut s'échapper et se dire, ah bah oui, ça se passe là, donc ici, c'est pas vraiment comme ça, et puis c'est parce que c'est la campagne, ou alors, ah non, c'est parce que c'est en ville, donc nous, ici, on vit pas comme ça. Là, il n'y a pas de... c'est une façon d'éliminer, je pense, des échappatoires possibles pour apaiser, mais apaiser, il y a un moment où apaiser trop, c'est soulager les gens d'une certaine vérité. Et moi, je crois que j'avais pas envie de donner des excuses ou de donner des facilités supplémentaires. Il fallait vraiment regarder les choses telles qu'elles sont. C'est ce que dit le personnage dès le début. Il dit, moi, je vais juste vous dire ce qui s'est passé comme ça s'est passé, ni plus ni moins. Mais rien que ça, rien que cette simplicité-là de l'aveu, de la confession, ça suppose qu'on le regarde tel quel, et donc ça peut avoir lieu n'importe quand, n'importe où. Ce sera cette souffrance-là qui est en jeu. Oui. Alors, merci. Myriam Vincent, votre roman Furie, je résume là aussi sommairement l'intrigue, raconte comment Marilyn, étudiante en littérature, voit sa vie basculer après le suicide de sa meilleure amie, Julie. Et Julie, elle s'est suicidée après l'échec du procès fait aux 2 garçons de sa cohorte qui l'ont violée à l'université, là, au cours d'une soirée bien arrosée. Alors, c'est tout le débat autour du mouvement MeToo et de ce qu'il a révélé de la violence faite aux femmes qui entre dans votre roman, qui s'invite dans votre roman. La Marilyn de votre roman veut venger son amie. Elle deviendra tueuse à gages, justicière, dit-elle. C'est le terme qu'elle emploie. Et ses cibles étant des auteurs de crimes sexuels. C'est devenu sa spécialité, la seule, en fait. Alors voilà, sommairement résumé l'intrigue. Myriam se présente comme une étudiante et une fille normale, c'est dit à plusieurs reprises dans le roman. Son patron, celui qui est à la tête de l'entreprise, parce que c'est une petite business là, de tueur à gages, a une apparence banale tout en étant dans ce business. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que la normalité, vraie ou fausse ou présumée, et qu'est-ce que la norme et qui la définit? Mon Dieu, c'est une grande question pour commencer l'entrevue. Qu'est-ce que la normalité? Ben, j'imagine que si on y va pour la définition de norme, on irait pour ce que la majorité des gens définissent comme une vie qui se ressemble les unes les autres. Donc, évidemment, pas de violence extrême, en tout cas pas de violence extrême qui est affichée. Aller à l'école, travailler, avoir un horaire normal, avoir des amis, avoir une vie sociale, avoir une famille. Donc, tout ce qui peut se rapprocher en fait de ce que la majorité des gens partagent comme mode de vie dans notre société actuelle, disons. Oui, donc au fond, d'être intégré à cette société, d'être fonctionnel dans cette société. Mais Marilyn est animée d'une colère et d'une rage profonde. On la voit à 1000 signes, cette colère et cette rage. Diriez-vous qu'elle en est aveuglée ou au contraire plus lucide que jamais sur les conventions sociales de façade, sur cette fausse normalité en fait? C'est vraiment une question très intéressante. Je pense que c'est les deux, en fait. Je pense que c'est là tout le pouvoir de la colère. C'est qu'à la fois, ça peut nous aveugler en réduisant notre vision à quelque chose de très étroit, en nous faisant voir seulement une chose. Et à la fois, ça peut nous permettre de, disons, prendre un pas de recul sur ce qui est considéré comme une norme, sur des choses qui sont un peu camouflées dans la société, qui sont peut-être plus violentes, plus justement enrageantes, de prendre un pas de recul et de les voir pour ce qu'elles sont et de les questionner pour la première fois, même si parfois, quand on se trouve dans une situation où il y a des choses qui nous entourent, on les questionne plus, donc on ne peut pas se rendre compte de si justement c'est adéquat ou non, s'il faudrait changer les choses ou non. Et la colère nous permet en fait de tout questionner autour de nous. Donc, effectivement, je pense qu'elle est, à la fois, ça lui permet d'avoir un regard sur la société qui est nouveau, qui est peut-être plus acéré, mais à la fois, elle finit par être complètement obsédée par sa colère et par seulement avoir un seul but dans sa vie. Donc, la cohabitation des deux facettes n'est pas sereine là, chez elle. Non, elle est tiraillée entre ces deux aspects, non? Oui, effectivement. Et dans Furie, je voulais explorer beaucoup de choses, mais je voulais aussi explorer justement la question de l'identité, comment on se construit et comment est-ce qu'on essaie parfois de romancer notre propre identité, de la faire adhérer à ce qu'on pense qu'on doit être selon certains stéréotypes qu'on a vus.
Et donc, elle se dit que si elle est tueuse à gages, ben, elle doit seulement être ça. Avant, c'était une fille normale, maintenant, c'est une tueuse à gages, donc elle doit seulement être une femme qui tue des gens et qui n'a pas d'amis et qui reste chez elle, et de finalement se rendre compte que son identité est beaucoup plus complexe que ça et qu'elle n'est pas capable d'être seulement une chose, d'être seulement une espèce de, justement, personnage de comic book. On reviendra sur la complexification de la réalité et surtout de la manière de l'appréhender. Mais ce roman, c'est aussi l'histoire d'un dilemme à l'université, parce qu'on le dit, là, elle est tiraillée, mais elle est tiraillée de plusieurs façons aussi. À l'université, son désir de nouer une amitié ou de ne pas résister à ce désir là, avec une camarade l'attire du côté de l'humanité, et puis son désir de vengeance violente l'attire du côté de l'inhumanité, en tout cas certainement d'un être asocial. Ces deux aspects cohabitent-ils à part égale en elle? Je dirais que c'est ça dans l'évolution du roman qu'on voit, en fait. Quand on la trouve au début du roman, elle est seulement du côté de la vengeance, de la violence, elle est seulement du côté de son identité de tueuse à gages. Et tranquillement, réintégrant l'université pour afficher une vie normale, pour pas attirer les soupçons sur elle, elle retrouve cette identité qu'elle avait avant de jeune femme qui veut se faire des amis, qui veut une vie sociale, qui veut se réaliser autrement et qui, c'est ça particulièrement, a envie de développer des liens significatifs avec d'autres humains dans son entourage. Donc, à travers le roman, il y a une espèce de bascule entre cette identité de tueuse à gages et cette identité de jeune femme plus normale qui arrive. Et elles finissent par être justement presque d'égal à égal. Il y a un plateau, oui. Il y a un plateau, mais ce n'est pas un plateau d'équilibre pour autant. Non. C'est pas une situation d'équilibre. Donc, je me disais que peut-être, donc on a bien compris, c'est un processus dynamique, là, mais sa normalité, entre guillemets, se trouve peut-être là, dans ces désirs contradictoires qui seraient présents à chacun d'entre nous aussi. Oui, je pense que en fait, évidemment que c'est une personnage qui sort de l'ordinaire, de notre ordinaire, qui sort un peu de la réalité, puisque, bon, elle commet des crimes, mais je pense qu'elle est quand même, on peut quand même beaucoup s'identifier à elle, parce que justement, elle est pleine de dilemmes qui sont très, très, très humains, et elle pousse sa violence plus loin que ce qu'une personne, encore une fois, entre guillemets, normale ferait, ce que les gens font à l'habitude, mais il reste que je pense qu'on a tous déjà ressenti cette colère-là, ou en tout cas, s'il nous est arrivé des injustices dans notre vie ou à des gens qu'on aime, je pense qu'on peut comprendre sa colère et son désir de vengeance très violent qu'elle a. Oui. Bon, alors là, maintenant, je crois que ceux qui nous regardent ont une idée de vos deux romans. Dans vos deux romans, la justice, à l'étape du procès, là, elle exerce aussi une grande violence sur les victimes. On le voit. Est-ce inévitable? Pourrait-il en être autrement? Est-ce qu'on doit accepter cette violence intrinsèque à la justice? Dimitri, vous qui êtes chroniqueur judiciaire, vous en avez vu passer des procès, sans doute. Oui, c'est une position très compliquée que celle de la victime, parce que le procès, c'est celui d'un meurtrier ou c'est celui d'un accusé ou d'un prévenu. C'est le moment consacré où finalement celui qui est au centre du jeu, c'est celui qui a commis quelque chose. Et c'est un classique, hein, mais c'est vrai que la personne qui a subi quelque chose, déjà souvent, alors en France, dans la procédure judiciaire, elle a assez peu de place parce que c'est très compliqué d'être tenu au courant des enjeux, des échéances, voilà, et tout est tourné vers celui qui a commis les faits. Et pendant le procès, effectivement, il y a parfois le sentiment d'être dépossédé pas forcément de soi-même, mais en tout cas on vient parce qu'on aura besoin d'être reconnu dans ce qu'on a vécu, et on n'obtiendra pas ça parce que c'est pas le lieu pour ça. C'est-à-dire c'est une sorte de reconnaissance par la négation, c'est-à-dire vous êtes reconnu victime parce qu'on va condamner quelqu'un, mais il n'y a pas de moment où tout d'un coup on s'intéresse à vous. Et il n'y a pas de procès positif pour la victime, ou il n'y a pas de cérémonie où on dit voilà, vous êtes victime, donc on vous reçoit en tant que tel et on va discuter avec vous de ça. Ça n'existe pas à ce moment-là. Et les victimes sont des gens qui doivent se débrouiller. Et c'est vrai que la justice, c'est une étape très solennelle, très institutionnelle, très rationnelle, très formelle. Et c'est compliqué. C'est pas un reproche forcément qu'on peut faire à la justice. Mais à partir du moment où la justice doit condamner quelqu'un et doit décider ou pas de la culpabilité de quelqu'un,
De fait, ça enlève de la place aux victimes. Et souvent, c'est des gens qui se retrouvent très seuls. Et quand le procès est terminé, ben, effectivement, il y a ce vide que peut-être moi j'ai essayé d'aborder dans le roman. C'est au-delà d'une insatisfaction. C'est quelque chose il n'y aura plus de moment après. La justice est passée. Voilà, il n'y aura plus de moment et il faut vivre avec ça. Le vide et de l'amertume aussi, c'est ce qu'on entend, en tout cas le procès fait à la justice dans le cadre notamment du mouvement MeToo. Mm-hmm. Myriam. Ouais, non, je trouve ça très... Faut-il réformer la justice, du coup? Oui, c'est ça. C'est une question qui m'importe beaucoup, évidemment. Puis le livre, justement, a été écrit dans cette période où est-ce que ça faisait plusieurs mouvements de dénonciation qui avaient lieu depuis que j'étais moi-même à l'université et qu'à chaque fois, c'était la même question de le système de justice ne réussit pas à vraiment faire condamner, disons, assez de criminels sexuels. Donc, c'était cette question qui est très difficile quand on était victime d'un viol ou d'une agression, de la parole de l'un contre de l'autre, qui fait un contexte très particulier pour le système de justice. Donc, évidemment, c'est des questions qui sont très, très complexes, mais je pense quand même qu'il faut avoir une volonté d'essayer de changer les choses. Et justement, au Québec, en tout cas, il y a cette volonté, il y a des mouvements de femmes qui essaient de présenter des nouvelles façons qu'on pourrait utiliser pour mieux accompagner les victimes lors de ce processus qui souvent vient retraumatiser la victime parce qu'elle la replonge dans cette expérience très traumatisante qu'elle a vécue. Et en plus, bon, quand on ne connaît pas tout le processus, ça peut être facile de faire des erreurs qui finissent par faire complètement dérailler le procès. Donc, voilà, je pense qu'il faut vouloir changer les choses. Il ne faut pas juste se dire, c'est comme ça ne fonctionne pas, c'est difficile, puis on continue comme on continue depuis les 100 dernières années. Mais c'est sûr que je ne pense pas non plus qu'il faut perdre foi complètement dans le système de justice. Je pense que d'essayer de changer les choses, c'est plus utile. Oui, mais Dimitri, c'est un changement de paradigme tout de même à quoi on appelle les reproches faits à la justice. Vous avez bien expliqué et puis on voit que se faire justice soi-même, je pense qu'on est d'accord que ce n'est pas c'est peut-être une voie romanesque, mais ce n'est pas une voie qui peut être adoptée en société. Mais donc Dimitri, c'est quand même un changement de paradigme qu'il faudrait faire ou pas en s'agissant de la justice. Je ne sais pas, moi je ne fais pas le procès de la justice dans ce livre. Ce que j'explique souvent, c'est que la justice, c'est une somme de gens qui sont engagés de manière très forte, justement, pour essayer de régler les situations. Donc, c'est pas juste tout à coup on va décider de structurellement. Chacun a déjà l'impression, les enquêteurs sont des gens qui se bagarrent pour essayer de faire aboutir des enquêtes, justement, souvent plutôt au profit des victimes, etc. Donc, il y a déjà une volonté qui est là. C'est plutôt, ça tient à ce qu'est la nature d'un procès. Et on n'éliminera jamais le fait qu'un procès, c'est le procès de quelqu'un avec un enjeu de culpabilité pour celui qui est ou celle qui est supposée avoir commis des faits. Et donc, ça tient à cette nature juridique-là d'exclure un peu la victime qui se retrouve juste, elle, avant d'être reconnue comme victime, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit reconnu coupable. On procède un peu comme ça. Donc, elle est en second lieu, la victime, forcément. Oui. Un petit peu. Et c'est vrai que souvent, on voit bien, c'est plus une question de savoir comment on accompagne. Tant qu'il n'y a pas de déclaration de culpabilité, la victime, elle n'a pas de statut officiel de victime, elle peut le revendiquer, mais on va lui dire, attendez, il y a présomption d'innocence, etc. Et la justice est suffisamment complexe pour qu'il y ait des fois des situations où effectivement il y a des acquittements, il y a des gens relaxés parce que c'est pas toujours vrai. Donc on a une prudence aussi de la justice qui est habituée à cette complexité-là. Il n'y a pas de caricature possible en justice. Chaque situation est différente et il y a beaucoup de choses qui rentrent pas dans les clous de ce qu'on voudrait vouloir simplifier parfois aussi pour des besoins médiatiques, pour des besoins politiques ou sociologiques ou autres. Donc comme il y a cette prudence, ce qui manque parfois, c'est plutôt effectivement un accompagnement avant et après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, effectivement, en France, il y a des associations, mais ça tient des fois aussi à des réflexes individuels, d'être capable d'aller solliciter le milieu associatif pour être aidé, ou on va aller voir un psychologue, etc. Il n'y a pas toujours, effectivement, d'institutionnalisation de la prise en charge des victimes dans les parcours judiciaires. Et c'est parfois ça qui peut manquer, c'est
trouver des dialogues possibles entre la justice, des associations et plein de choses pour travailler mieux. Et puis gérer l'après, c'est-à-dire, on sait très bien qu'il y a une récidive très forte aussi en matière de crimes sexuels. Donc là-dessus, vous êtes plus avancé que nous, souvent, sur cette prise en charge-là. Oui. Réaction, Myriam, peut-être, à ce qui vient d'être dit? Je trouve ça intéressant, justement, de cette idée que au-delà de est-ce que la personne est reconnue coupable ou non par la justice, de reconnaître quand même qu'il y a une personne qui a été victime avec cet accompagnement-là et de dire donc c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de jugement qu'il ne s'est rien passé, justement de faire cette distinction-là entre les deux. Je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue de Dimitri, justement, parce que il en a vu plus que nous, les procès. Et c'est sûr que bon, c'est ça, c'est des systèmes justement d'accompagnement. Je trouve ça intéressant parce que par exemple, pour la première déposition qu'une victime de violence sexuelle va faire, souvent, elle n'est pas nécessairement au courant que cette déposition-là va être tenue comme étant la version des faits qui doit être respectée. Donc, si elle se trompe sur un détail ou si elle omet de dire quelque chose, plus tard, elle peut être confrontée à ça et se faire dire, pourtant, c'est pas ça que tu avais dit, etc. Donc, juste des fois, même de l'accompagnement psychologique pour le support, mais aussi de l'accompagnement pour vraiment l'éducation sur comment est-ce que ça fonctionne, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre. Tout ça, je pense qu'effectivement, ça pourrait aider les choses quand même. Alors, très bien. Alors, quittons provisoirement le domaine de la justice pour aborder celui presque de la métaphysique. En tout cas, Dimitri Rouchon-Bory, votre roman, moi, j'y ai vu une portée métaphysique, car il pose la question du mal et des agissements du démon. Le démon, le mot est lâché là, dans le roman, doué d'une vie propre, et il pose la question de l'âme aussi. Le mal est-il ici, dans votre roman, la preuve de l'existence de Dieu? C'est une bonne question. C'est vrai que c'était intéressant pour moi d'explorer justement au-delà de la justice, au-delà de l'institution humaine. On voit bien quand on fait beaucoup de procès, beaucoup de suivis comme ça, de dossiers un peu criminels, où il y a toujours un moment où l'accusé lui-même explique l'échec à venir de l'audience, parce qu'ok, on va le déclarer coupable, ok, il va prendre 20 ans, 30 ans, mais n'empêche qu'il restera quelqu'un qui a tué, et il restera quelqu'un qui a été tué. Et c'est des gens qui souvent, ils ont eu des parcours, ils ont vu des psychologues, ils ont vu des psychiatres, etc. Et en fait, ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui leur échappe et qui continue à les hanter un peu. Et sur lequel on ne met pas de mots. Et c'est, voilà, qu'est-ce que je suis moi, comme homme, qu'est-ce que je suis comme personne, moi qui ai fait quelque chose de mal, qu'est-ce que ça change de moi par rapport aux autres, qu'est-ce que ça dit Donc forcément, il y a un moment donné où on passe du simple fait judiciaire au fait humain, et forcément, quand on arrive au fait humain, quand on aborde un peu ces questions de la condition humaine, on arrive à ces questions métaphysiques, c'est-à-dire effectivement, qu'est-ce qui fait qu'on est capable, nous, comme ça, être humain, d'être traversé par le mal pur par moment. Il y a effectivement des gens qui vous diraient qu'on est tous mauvais, mais qu'on sait se contrôler. Mais ça pose cette question justement de ce que c'est qu'un être humain. Et si on s'arrête à la réponse institutionnelle de la justice, on s'arrête avec les mêmes questions qui, moi, finissaient par me hanter à chaque fin de procès. C'est-à-dire, finalement, on a terminé un procès, puis on n'a rien résolu. Voilà. On voit des gens qui partent, il y a un grand vide d'un côté et il y a un grand vide de l'autre, parce que même celui qui a été jugé, on sent qu'il attend une réponse. Il veut savoir est-ce que je suis mauvais, est-ce que je suis condamné, mais condamné au sens plus large que juste judiciairement parlant. Et donc forcément, moi j'avais envie d'explorer, je pense, c'est au-delà de la justice. À partir du moment où on a épuisé les solutions scientifiques, les solutions psychologiques, et on se regarde comme un être humain, avec cette façon qu'on a d'être effectivement traversé par le bien, traversé par le mal, et l'impression, quand on est un peu démuni, parce qu'on vit des choses difficiles, qu'on n'a pas de maîtrise sur ce choix-là. À quoi on se raccroche. Et Duke, c'est quelqu'un qui le dit, c'est-à-dire qu'il a l'impression que le démon, c'est à la fois le principe qui explique tout ce qui lui arrive de mal, mais c'est aussi ce qui lui a donné de la force à un moment donné. Ça lui a donné de l'élan, ça lui a donné de la espèce de rage. Et donc, il s'est jamais posé la question du bien. En fait, il le découvre tard, parce qu'il avait à la fois un principe explicatif au malheur,
et en même temps, par moments, quand même, l'impression que ça lui donnait une force supplémentaire. Oui, mais le bien, le mal, ce sont déjà des concepts un peu philosophiques, je dirais. La figure du démon, elle, donc du coup, la figure du démon qui est convoquée dans le roman serait la version naïve, on dirait, de ce concept du mal. Oui, je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il voit bien qu'il ne peut pas expliquer ce qui lui arrive comment dire, on ne peut pas juste supporter l'insupportable sans chercher une explication. Donc lui, face à l'insupportable, il cherche une explication et cette explication, pour lui, c'est le démon, c'est-à-dire c'est ce qui est transmis par son père. Donc il a l'impression qu'il hérite déjà de quelque chose qui est de l'ordre du mal et il a très peur, lui, de cet héritage-là. Il a très peur de le... Bon, c'est pour ça que son parcours de récit, son parcours de vie, sur les derniers moments de sa vie, c'est ça, c'est il veut être sûr qu'en mourant, le démon ne va pas lui survivre. Et tout le livre est en fait le récit d'un combat intérieur pour ça, pour essayer de dire, voilà, j'ai raté, j'ai tout raté, la seule chose que je peux encore réussir, c'est cette espèce d'acte de liberté absolue. En choisissant comment je vais mourir, je vais choisir de liquider ce démon et voilà, il me survivra pas. Et donc effectivement, il y a de la part de quelqu'un qui n'a pas les mots, qui n'a pas les concepts. Au départ, c'est quelque chose de facile. Le démon, on explique tout avec ça. Et puis petit à petit dans le livre, il arrive à se rendre compte que c'est pas si simple que ça et qu'il aurait pu faire d'autres choix et qu'il y a quand même une dimension de responsabilité. Et donc il découvre sa responsabilité et en découvrant sa responsabilité, il découvre aussi sa liberté, la vraie, celle de pouvoir choisir. Oui. Myriam, dans votre roman, la question du mal et du bien se pose-t-elle pour votre justicière? Forcément, puisqu'elle se dit justicière, elle a une définition du bien et du mal. Oui, effectivement. Donc, évidemment, c'est une personne qui commet des meurtres, mais qui justifie en disant, en fait, je dois commettre de la violence, mais c'est pour empêcher des gens de vivre de la violence. Donc, c'est pour empêcher des criminels sexuels de continuer à perpétuer de la violence sur des victimes innocentes. Donc, c'est comme si elle sacrifiait son propre bien, disons, pour sa propre innocence, sa propre pureté, pour préserver celle d'autres personnes, pour que ce qui est arrivé à sa meilleure amie ne lui arrive plus. Et c'est justement tout le dilemme du roman. Au début, elle est persuadée qu'elle est une bonne personne, qu'elle fait ce qu'il faut faire, que c'est juste que c'est ça. Elle accepte de poser les gestes qu'il faut, entre gros guillemets, poser pour sauver les gens. Et finalement, plus elle va se remettre à côtoyer des gens qui sont hors de cette violence-là, plus elle va se rendre compte que cette violence qu'elle a en elle, elle ne peut pas complètement la justifier par un désir d'être une justicière, justement, par des sentiments qui seraient bons, qui seraient vertueux. Mais quand elle dit, même au début, quand elle dit qu'elle se pose en justicière, est-ce que ce n'est pas se payer de mots, finalement, et puis de se donner un alibi, une auto-justification pour commettre des actes qu'elle sait répréhensibles, qu'elle garderait, qu'elle saurait encore répréhensibles dans son fort intérieur? Oui, exactement. Là, on fait peut-être de la psychologie des profondeurs, là, mais essayons. Non, mais exactement. Elle essaie de faire une représentation d'elle-même pour elle-même qui lui permet de continuer à agir comme elle veut en se sentant être une bonne personne, entre guillemets. Je pense que c'est quelque chose, en fait, je pense qu'on a tous envie de se voir comme des bonnes personnes dans la vie, qu'on essaie tous de justifier nos actes qui sont souvent moins pires que des meurtres en série, mais quand même, de justifier nos actes pour nous mettre dans une lumière qui est, à nos propres yeux, qui est avantageuse. Donc, Marilyn essaie de faire ça avec elle-même et on a l'impression qu'elle essaie de convaincre un public qui n'existe pas, mais en fait, c'est elle-même qu'elle essaie de convaincre dès le début, en se fiant justement à des figures qui sont très prisées dans la culture populaire. Donc, cette figure-là du justicier, de la justicière, on la voit dans des films qui sont, dans des livres, dans des comic books, qui sont très, très populaires auprès des audiences. Et souvent, quand on voit ces films-là, il n'y a pas nécessairement on prend pas nécessairement cette distance-là de dire, bon, OK, mais Iron Man, est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui peut se prendre sur ses épaules le fait de décider qui a droit de vie et de mort? Donc, c'est toutes ces questions de dilemme, justement, entre qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce qu'une bonne personne, qu'est-ce qu'une mauvaise personne, qu'est-ce qu'une personne qui peut décider du sort des autres, qui peut décider de punir des gens, et qu'est-ce qu'une personne qui mérite d'être punie. Donc, c'est ces questions.
Ouais. Et qui se font, il y a quelque chose d'agonique là, qui se font la lutte chez votre personnage et dans votre roman. Là, c'est tout sauf stable. J'aimerais qu'on parle un peu des noms parce qu'ils me semblent jouer un rôle important dans vos romans respectifs. Pendant longtemps, le narrateur, le petit garçon là, du démon de la colline aux loups, ignore comment il s'appelle. Vous avez dit Doug tout à l'heure, mais ça on l'apprend et lui-même l'apprend tardivement. Et son nom est celui de sa sœur, son prénom. Et c'est quand Marilyn, dans votre roman, Myriam demande à James Lindbergh si tel est son vrai nom, que sa relation entre son patron et elle change un peu, en tout cas évolue vers une forme de rapprochement. Je vous pose la question à tous les deux, qu'est-ce qui se joue dans le nom, dans le prénom tout aussi bien, dans vos romans? Dimitri. Eh bien, je crois que c'est vraiment c'est très basique, mais c'est le premier stade de l'identité, c'est-à-dire le prénom, c'est moi, quoi. Et je crois qu'un peu, peut-être naïvement ou intuitivement, moi, ce que je voulais essayer de dire, c'est dans la maltraitance infantile, la violence va jusque-là, c'est-à-dire à priver la personne de son nom, donc de son identité. On n'est rien, en fait. On n'est même pas nommé, on n'existe pas. Et c'est le symbole de cette violence-là. Voilà. On est tellement un objet, tellement rien, qu'on peut même ne pas avoir de nom. Et la première étape pour effectivement Duke, c'est le moment où il découvre qu'il a un nom. Et donc tout à coup, pouf, ça lui redonne la possibilité du jeu. Avant, comme il dit, il fait masse avec ses frères et sœurs dans une sorte d'animalité complètement instinctive. Et puis petit à petit, il découvre que voilà, on arrive à séparer les êtres les uns des autres. Et le nom, c'est ce qui matérialise ça. Aux yeux de la société, aux yeux des autres, on est Duke et on n'est pas un autre. Et donc, ouais, je pense que c'était ça l'enjeu autour des prénoms dans le texte. Oui, et on pourrait dire, du coup, ce qui est étonnant, c'est que Duke, ses parents, aussi mauvais parents qu'ils aient été, lui a quand même donné un nom. Donc, il n'a pas été dépouillé de son nom, simplement, il a été maintenu simplement, et c'est déjà énorme, maintenu dans l'ignorance de ce prénom, donc dans l'ignorance de son identité. Alors je pense que c'est même pire que ça, c'est-à-dire c'est des gens qui prenaient même pas la peine, enfin c'est très compliqué de pas nommer quelqu'un qui est là. Ça veut dire que la relation est tellement inexistante que on cherche même pas à nommer celui qui est là. Et donc c'est une sorte de négligence absolue et d'indifférence absolue à l'autre en fait et à ses propres enfants. Donc là c'est aussi une maltraitance de l'ordre du symbole. Voilà, c'est vraiment la négation totale du fait que l'autre a une identité, une particularité et qu'il est une personne. Voilà, tout d'un coup, on n'est pas une personne, on n'est rien. Mais ce qui est absolument terrible, c'est que ce sont des parents par rapport à leur progéniture. Donc, je sais que la nature humaine est capable de gouffre en matière de mal, mais à ce point, ça a dû être éprouvant aussi d'essayer de mettre en mots cette chose, ce geste ou cette attitude absolument inouïe, indicible. Je pense que ce qui m'a préservé, c'est que j'ai écrit le texte avec une certaine innocence, une certaine naïveté. Je l'ai vraiment écrit presque dans un seul cri, dans un seul souffle. J'ai pas eu de moment où je me rendais compte de ce que j'étais en train de faire, ou très peu. Et j'étais pris par la langue, j'étais pris par une espèce de nécessité très forte. C'est-à-dire qu'il y avait Duke qui était là, qui me tenait. Il fallait raconter ça. Donc, c'est aujourd'hui que je me rends compte de ce que ça a coûté presque de prendre sur moi cette souffrance-là, qui n'est pas la mienne. C'est pas ma vie, c'est pas mon histoire. Non, mais effectivement, d'accueillir cette souffrance totale-là, oui, ça se fait pas c'est pas sans conséquence, bien sûr. Et c'est cette inconscience qui vous a permis d'écrire le roman, d'aller jusqu'au bout du roman. Oui. Vous auriez été conscient, vous seriez peut-être arrêté en chemin, non? Oui, il y a eu un moment où ça a été très compliqué. Il y a une scène très difficile au début du livre où je me disais, mais comment, enfin, j'ai eu un moment quand même de lucidité où je me disais, mais on ne peut pas écrire ça. Et en fait, c'est bizarre à dire, mais il y avait ce petit garçon, petit personnage qui était là qui disait faut le dire. Et il y avait un enjeu de vérité qui était très fort, c'est-à-dire le cacher. C'était encore aussi faire violence à ceux qui le subissent, parce que ça veut dire que par pudeur, on ne doit pas dire ce qui se passe. C'est pas possible ça. Donc, et lui, il avait ce personnage-là, Duke, il a aussi de la pudeur, il a de la naïveté. Il veut pas dire les choses de manière sensationnelle.
il n'en rajoute pas dans la violence, mais il veut que ce soit dit comme ça s'est passé, ni plus ni moins. Et je crois que c'est cette force du personnage, moi, qui m'a permis d'écrire ça, sans m'effondrer, et en même temps sans avoir l'impression de faire quelque chose de complètement aberrant. Ouais. Au nom de la vérité aussi, parce que si ça a eu lieu, il faut pouvoir le raconter. Oui. Alors, Myriam, les prénoms, les noms, les prénoms, qu'est-ce qui se joue dans les prénoms ou dans l'identité à travers le prénom? Oui, ben, comme Dimitri, en fait, c'était aussi vraiment lié à l'identité des personnages. Ici, en fait, c'était aussi lié à la façon dont la violence vient modifier l'identité d'une personne, d'un personnage. Donc, je pense que Marilyn commence en voyant comment la violence que sa meilleure amie, Julie, a subie, a modifié sa personnalité, a modifié son identité. Mais je pense qu'elle ne réalise pas à quel point, elle, de commettre des violences, ça va modifier son identité aussi. Donc, elle se retrouve prise entre deux... il y a comme deux personnages qui sont des points presque opposés entre lesquels Marilyn se retrouve prise. Il y a Zoé, la nouvelle amie qu'elle se fait à l'université, et il y a James Lindbergh, qui est son patron, en fait, de l'organisation criminelle pour laquelle elle travaille. Et donc, ce moment où elle réalise que James Lindbergh, évidemment, c'est pas son vrai nom, c'est aussi le moment où elle réalise que si elle va plus loin dans la violence, elle aussi devra probablement modifier son identité à ce point-là, prendre un alibi, ne plus être la fille qu'elle a toujours été, la femme qu'elle a toujours été, qui a été nommée Marilyn au début de sa vie. Et c'est aussi une façon d'humaniser, en fait, si elle pouvait avoir accès au vrai nom de son patron, en fait, ce serait une façon de l'humaniser pour elle, de le ramener au même niveau avec qui elle pourrait avoir une relation humaine comme elle a des relations humaines avec d'autres gens. Mais évidemment, ça ne se passe pas parce que c'est impossible pour cet homme de tout à coup redevenir un humain comme les autres, disons. Donc, le nom, le prénom, c'est plus que l'identité, c'est aussi la condition humaine, être ramené, exister dans sa nature humaine et sa condition humaine, dans son humanité en quelque sorte. Oui, puis ça peut même presque être une prise de pouvoir. Dans le roman, j'ai pas beaucoup exploré le personnage de James Lindbergh parce que c'est un personnage secondaire, mais le fait de se trouver un autre nom à soi-même, le fait de se renommer, ça peut aussi être une prise de pouvoir dans plusieurs situations pour plein de gens. Donc voilà, ça peut être les deux aussi. Ouais. Mais les deux camarades qui ont violé Julie, ils ont leur vrai prénom, en tout cas leur vrai prénom de personnage de roman. Donc du coup, leur statut est différent par rapport au réel, à l'identité. Ben, en fait, c'est que c'est deux humains très normaux. Ils sont quand même... Il y a moins d'ambiguïté, d'une certaine façon. Il y a moins d'ambiguïté, oui, effectivement. Oui. Ouais. Et il y a moins d'ambiguïté. Du coup, est-ce qu'ils basculent plus facilement du côté de l'univoque, du côté du mal univoque, de la faute? Je pense pas. En tout cas, moi, justement, les deux violeurs de Julie, le fait de les nommer par leur prénom, c'était aussi de les humaniser. Donc, quelque chose, ce qui me dérange parfois dans la façon dont on parle de violence sexuelle, c'est qu'on parle de criminels sexuels comme des monstres anonymes. Et Marilyn le fait elle-même, mais je veux dire, au final, c'est souvent des gens qu'on côtoie, c'est des gens parmi d'autres qui commettent ces crimes-là, c'est des humains, donc des humains avec des prénoms très normaux. Donc voilà. Ouais. On a esquissé tout à l'heure un peu la question de la complexification, là, à mesure que le roman avance, la complexification du réel, de la perception du réel. Dimitri, est-ce que votre personnage évolue sur ce plan? Est-ce qu'il gagne en finesse, en subtilité par rapport à sa perception de son histoire, de ce qui est survenu, ou c'est plus à mesure qu'il avance, c'est de plus en plus nette sa condition de victime? Je pense que plus il avance, plus il progresse parce que petit à petit, il commence à pouvoir dire je, c'est-à-dire que le jeu a un sens, il se fait personne, il se fait conscience un peu au fur et à mesure qu'il se raconte. Et le fait qu'il y ait ce geste-là, finalement un peu de l'émergence d'une personne, d'une identité, ça lui permet de comprendre mieux certaines choses. Et plus il s'affronte lui-même, plus il progresse. Et il progresse sur un plan important, c'est de reconnaître à quel moment effectivement il a été une victime et à quel moment il a été un coupable lui aussi.
parce qu'il commet des choses. Et c'est particulier parce que comme on a un attachement très fort pour ce personnage, on a du mal à lui en vouloir de faire ce qu'il fait. Et c'est déjà, pour le lecteur, c'est une sensation qui peut être intéressante de se dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je continue à aimer quelqu'un qui commet des choses aussi sordides? Et en même temps, même pour lui, au départ, il pourrait avoir envie de tout excuser en disant oui, mais regardez d'où je viens, regardez qui je suis. Et il se rend compte que c'est un problème insoluble. Parce qu'il se dit vu de là où je pars, réussir, ne serait-ce que juste atteindre un peu de normalité, c'est déjà le double d'effort par rapport à quelqu'un qui va bien. Mais en plus, moi, je dois faire un effort de lucidité supplémentaire pour me rendre compte que, oui, ce que j'ai fait de mal, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas le démon, c'est moi. Et donc, il a cette espèce d'immense lucidité. Et c'est cette lucidité qui éclaire de plus en plus de choses. Et plus c'est éclaire de choses, plus c'est dramatique, en fait. Ouais. Mais la société, du coup, en tout cas, on entend souvent, la société pourrait vouloir être indulgente, étant donné ce par quoi il est passé par rapport à ses crimes, être indulgente à l'endroit de ce qu'il va commettre d'irréparable. Or, lui se refuse à cette indulgence. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe? Parce qu'il sent bien que s'il veut progresser, il ne faut pas qu'il s'accorde de facilité de penser. Et il ne faut pas qu'il s'excuse et ça n'empêche pas qu'il puisse comprendre pourquoi il fait les choses, mais n'empêche qu'il faut qu'il puisse admettre, oui, ça c'est moi qui l'ai fait. Et c'est vrai que c'est une dimension peut-être aussi de la justice pénale qu'on retrouve de la psychologie des gens qui passent à l'acte. C'est que là, on sait que la reconnaissance du fait accompli, c'est une des premières exigences pour la réinsertion, c'est très compliqué quand on a affaire à des gens qui nient absolument tout en disant j'ai rien fait, c'est pas moi. Ouais. Et il y a quelque chose de très important qu'on entend souvent dans les tribunaux. Moi, je sais que ça avait été un moment important de l'entendre la première fois. C'est un juge qui disait à quelqu'un, mais vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais, vous avez fait quelque chose de mal. Et le fait de dissocier comme ça l'acte de la personne, alors ça ne veut pas dire que les actes sont extérieurs à la personne, mais ça veut dire que on ne peut pas essentialiser comme ça le mal dans la personne. Il faut pouvoir lui laisser cette possibilité d'être quelque chose de plus complexe que juste l'acte qu'il a commis. Et ce que découvre Duke, c'est ça. C'est qu'il est cette chose complexe qu'est une personne et qu'au milieu de tout ça, il faut qu'il reconnaisse dans les moments où lui, il a fait des choses qui sont mauvaises. Il a commis des actes qui sont des choses graves. Oui. Et il ne faut pas qu'il s'épargne. Oui, et du coup, dans le système pénal actuel, la peine vient-elle, à partir du moment où il y a eu reconnaissance, la peine vient-elle, effacer l'ardoise, comme on pourrait avoir envie de le croire, ou jamais est-ce possible? Non, personne dans la justice, au contraire, c'est quelque chose qu'on dit souvent, c'est que la peine, effectivement, c'est une punition, c'est un moment où on sanctionne quelque chose qui a été fait. C'est même parfois très compliqué quand vous jugez des gens. On a eu, il n'y a pas longtemps, moi j'étais sur un procès où on a quelqu'un qui est jugé 15-20 ans après avoir commis des faits. On est sur des faits de violence sexuelle, justement de viol, et c'est une personne qui s'est reconstruite, qui a refait sa vie, qui a jamais fait parler de lui, etc. Et tout à coup, 20 ans après, on le condamne à 6-7 ans de prison. Et donc, même la justice s'interroge sur la valeur de la peine, parce qu'on sait très bien que la peine, elle a du sens quand elle sanctionne dans un certain temps cohérent avec la commission des faits. La vertu de la peine en décalage comme ça, tout le monde s'interroge sur sa légitimité. Parce que justement, la justice, elle ne répare pas, elle n'efface pas. Ça n'existe pas. Et c'est ce que dit Dieu, qu'on voudrait croire que ça va réparer des choses, mais ça ne répare pas. C'est pas réparable. Il y a des choses pas réparables. Et ce qui est très compliqué parfois dans les procès vraiment criminels, c'est le moment où on explique ça aux victimes. En disant, voilà, ça ne va pas réparer. De toute façon, ça ne vous rendra pas celui qui n'est plus là, ça ne vous rendra pas celui que vous étiez avant d'avoir subi quelque chose d'aussi violent que ce que vous avez subi. Voilà, on est juste là pour dire, il s'est passé ça, ça mérite une peine, et voilà. Mais ça répare. Qu'est-ce que ça répare? C'est compliqué, voilà, à établir. Mais question candide, alors pourquoi la justice? Pourquoi, si l'individu est toujours face à lui-même, face à ce qu'il a commis, pourquoi la justice? Je sais qu'elle est nécessaire, mais pourquoi la justice tout de même? Parce que la justice, elle répond
une exigence dans le contrat social. C'est-à-dire que c'est marrant, en France, le procureur, il requiert une peine au nom de la société, au nom du trouble que la personne, c'est-à-dire que quelqu'un qui commet un crime, il s'attaque à toute la société. Et ça, c'est quelque chose de très particulier dans la justice, en tout cas française, c'est ça qu'on dit. On dit, vous avez commis un crime envers quelqu'un, mais en faisant ça, vous êtes attaqué à nous tous. Et donc, la peine, elle est une réponse collective. C'est pas une réponse individuelle. Et c'est très compliqué parce que les souffrances, elles sont individuelles, elles ne sont pas collectives. Et peut-être ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre justement dans ces mouvements-là, MeToo, ces mouvements, comment on a essayé de transposer, de faire en sorte que le collectif se mette à souffrir un peu pour tous ceux qui individuellement souffrent. Parce que c'est pas le même schéma. Myriam? Oui, je trouve ça intéressant justement que Dimitri, l'idée que la souffrance est individuelle, parce que justement, j'ai l'impression que ce qui se passe en ce moment avec toutes ces personnes qui réclament plus de justice pour les violences sexuelles, c'est que ça finit par devenir une souffrance collective qui repose sur les épaules en tout cas, je vais parler au nom des femmes en général, mais de toutes les femmes qui ont peur de se faire violer, qui ont peur d'être victimes de crimes sexuels, qui se font dire toute leur vie qu'elles ont beaucoup de chances d'être victimes, qu'elles doivent se protéger, qu'elles ne doivent pas sortir seules, qu'elles doivent avoir plein de comportements pour réussir à éviter que ce crime-là soit commis contre elles, et qui savent en plus que si ça leur arrive, la justice va être difficile à obtenir, qu'elles vont peut-être pas réussir à obtenir, disons, justice justement par rapport à ce crime. Donc, on dirait que le mouvement MeToo et les mouvements agressions non dénoncées qui sont venus avant vient prendre une souffrance qui était individuelle chez beaucoup, beaucoup de femmes et essayer de la mettre sur la collectivité pour dire non, mais là, on a un problème qui va au-delà du système de justice. Toutefois, là, je pense c'est des conversations qu'il faut avoir qui vont toucher d'autres aspects de la société, mais de mettre ces réflexions-là sur tout le monde et non pas juste sur des individus. Oui. Alors, complexité, on le voit à mesure qu'on avance dans la conversation. Myriam, Vincent, votre personnage, Marilyn, a d'abord une vision manichéenne de la réalité, héritage de ces comic books là, qu'elle dévorait à l'adolescence. Puis, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, elle découvre peu à peu la complexité du réel, que le noir n'est pas tout noir et le blanc tout blanc. Par exemple, qu'une femme n'est pas forcément l'alliée d'une autre femme parce que femme, que la sororité, c'est une histoire qu'on peut se raconter, mais c'est une histoire, qu'un homme peut aussi vouloir protéger la tueuse à gages qui est sous ses ordres, tout homme qu'il soit. Le roman est-il comme autant de nuances injectées dans les positions militantes, parce que depuis tout à l'heure, on parle aussi de débat dans la société, et le roman donc viendrait injecter des nuances là où parfois elles font défaut dans l'espace public? Oui, je pense que c'était quelque chose qui m'habitait beaucoup pendant la rédaction du roman. La rédaction du roman que j'ai commencé à écrire sous l'effet de la colère, en fait, sous l'effet c'était satisfaisant à écrire au début parce que je voulais moi-même assouvir une idée de vengeance sans avoir à passer par moi-même le meurtre, on s'entend, mais donc à travers le roman. Mais effectivement, je pense que le débat manque de nuances pour toutes les positions. Et le problème, c'est que parfois, quand on essaie de venir nuancer le débat, les deux parties vont venir le prendre comme une tentative de discréditer complètement l'argument. Donc, c'est difficile d'amener des nuances dans ce débat-là sans donner l'impression qu'on discrédite quelque chose au complet. Et effectivement, oui, c'est ce que ça permet de faire un roman, en fait, contrairement à une publication Facebook ou un tweet, de venir essayer d'injecter un peu de nuances dans des histoires dans lesquelles il est difficile d'en injecter parce qu'il y a des personnes qui sont très, très, très impliquées émotionnellement au niveau de leur identité, justement. Donc, oui, c'était certainement une des volontés du roman, de montrer comment, c'est ça, tout est plein de nuances et est compliqué. C'est pour ça que la situation est si difficile à changer. Oui. Donc, complexité, mais aussi ambiguïté du réel. Dimitri, votre personnage, Doug, sait déjà que le réel, il a pris la mesure de l'ambiguïté du réel. Il l'a appris à la dure, évidemment. Lui qui lit les Confessions de Saint-Augustin, qui va découvrir sur le tard en prison. Et puisqu'il écrit, j'ai noté, « Quand je regarde ma vie, je n'arrive pas à démêler. Il y a toujours eu du mal dans le bien et du bien dans le mal. » Et que mon destin était pris au milieu de cette liane. Ça, c'est page 202. Est-ce une forme de sagesse à laquelle accéderait pas Dimitri, mais votre personnage, mais une sagesse qui ne consolerait de rien?
Ben, je pense que c'est exactement ça. C'est qu'il fait ce constat et une fois qu'il a fait ce constat, il n'y a plus grand-chose à dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Justement, c'est la fameuse nuance, je pense, dont parlait Myriam. Il n'y a pas de... compliqué de juste tout décortiquer, de faire un tableau clair. À chaque fois qu'on prend un être humain ou une histoire, c'est jamais très simple. C'est pour ça que c'est très compliqué par exemple, de juger des auteurs de violences, justement, qui ont eux-mêmes été victimes de violences, parce que on voit bien qu'il y a quelque chose eux-mêmes qui les a dépassés. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et donc, Duke, il se rend compte de ça, lui aussi, qu'il n'est pas juste... il est dans cette complexité-là et qu'il il peut pas se détacher de ça. Il a fait ce que... Enfin, oui, ça devient... Je dirais pas évident, mais une fois qu'il a posé ça, il peut commencer presque à s'apaiser un peu, voilà. Parce qu'il se rend bien compte que c'est pas juste une question aussi de liberté individuelle. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la condition de l'homme et qu'il ne peut pas y échapper non plus. Même si lui, il a enduré des choses plus dures que d'autres, il n'empêche. Donc, ça ne console de rien, mais vous venez de le dire, il y aurait un début d'apaisement possible dans cette lucidité nouvelle là, par rapport à l'ambiguïté du réel. Oui, parce que lui, en plus, comme il est dans cette mécanique où il essaie de faire le ménage, en fait, en lui-même, il pourrait être tenté justement de tout condamner de lui en disant je ne suis que mauvais. Et le jour où il se rend compte que c'est plus de l'ordre du mélange que d'une seule couleur, et c'est rassurant de se dire que voilà, il y a une liberté, mais il y a une liberté sur la base d'une condition. Et que ça, c'est quelque chose qu'il partage avec tous les autres. Donc, ça lui permet quand même de rejoindre lui aussi un collectif, parce qu'à partir du moment où il découvre qu'il y a une condition humaine, il n'est plus tout seul dans cette condition humaine. Ouais. Et le tri est-il possible? À partir du moment où il découvre que les choses sont mélangées, est-ce qu'un tri est possible? Je ne sais pas. Pour lui, je ne pense pas, parce qu'il n'a sans doute pas la lucidité et la capacité d'introspection nécessaire pour ça. Mais en même temps, au moins, ça lui permet de replacer les choses justement là-dedans. C'est de commencer peut-être à avoir des intuitions sur ce que c'est que la liberté, le choix, la responsabilité. Et en tout cas, au moins, lui, par moment, se dire, ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est vraiment moi. Oui. Dans vos deux romans, j'ai dit que je ne les comparais pas, mais vous voyez comme c'est presque inévitable. Les livres, la lecture sont importants, sont des éléments importants. Et en même temps, la sexualité, la perversion sexuelle et ses déviances sont aussi très présentes. La sexualité, alors on va parler des livres après, mais la sexualité est-elle le principe déterminant chez l'être humain, une sorte de violence intrinsèque, au fond, qu'on peut sublimer ou pas? Myriam? Mon Dieu, c'est une très grande question. Non, je pense pas, mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même, qui peut être déterminant pour l'identité d'une personne, la façon dont sa sexualité est vécue, la façon dont sa sexualité se déploie et si elle est capable de rester, disons, maître de sa sexualité ou si elle finit par se faire bafouer dedans. Par subir des violences, je pense que c'est quelque chose qui peut apporter des impacts importants sur l'identité d'une personne, mais c'est comme tout, je pense que c'est nuancé, je pense pas que c'est quelque chose qui est juste bien ou mal, qui est juste, je pense que ça dépend des personnes, ça dépend des situations, c'est différent pour tout le monde, j'ai l'impression. Oui, Dimitri, la sexualité est-elle un principe déterminant chez l'être humain, plus que les autres éléments? Très structurant. Et alors, ce qui est particulier, c'est que la sexualité au sens général, c'est une sorte de seuil, effectivement, qui peut à la fois soit emmener du côté on va dire, de l'altruisme, de l'attention, de l'amour, soit effectivement aller du côté de la violence. Et c'est un des rares, ça fait partie des interactions les plus puissantes parce que ça peut justement emmener sur les deux chemins. Il y a très peu d'autres types d'interactions humaines qui peuvent aller aussi loin, justement, soit dans
dans le partage absolu, soit au contraire dans l'horreur absolue. C'est quelque chose qui est autant ces deux faces d'une même médaille. Ça, moi, il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres exemples comme ça. Donc c'est pour ça qu'effectivement, souvent, même en criminologie, je ne suis pas un criminologue du tout, mais c'est bien pour ça que souvent, chez les gens qui ont des problèmes de passage à l'acte criminel, on interroge leur sexualité, parce que la manière dont ils l'expriment, donc ils la pratiquent, ça dit des choses justement de leur rapport à l'autre. Et c'est vrai que c'est parfois très, très particulier quand on est au tribunal, parce que c'est quelque chose qui est qui est décortiqué des fois de manière extrêmement précise. Et on voit bien qu'il y a toujours un lien entre effectivement une certaine perversité dans le rapport à l'autre. Elle s'exprime forcément par une sexualité déviée. Et donc, du coup, il y a des enjeux de pouvoir derrière. Il y a plein de. Enfin, ça nous emmènerait très loin d'en discuter, mais oui, c'est structurant au sens où c'est de toute façon révélateur de rapports entre les gens, puis ça révèle aussi des choses de l'état d'une société, voilà. Donc c'est très, très complexe. Et très complexe, encore une fois. Et du coup, est-ce qu'il est possible de définir ce que serait une sexualité saine? Est-ce que le mot est à manier avec des pincettes, quoi qu'il en soit? L'adjectif saine. J'ai l'impression, en fait, que la sexualité, entre guillemets, saine passe par une connaissance de soi, par une introspection, par savoir quels sont ses propres désirs, et aussi par justement un rapport à l'autre qui est lui aussi sain. Je pense que, comme Dimitri le disait, c'est le rapport à l'autre qui prime dans ces relations-là. Puis effectivement, les rapports de pouvoir sont toujours inclus dans ces relations-là. Donc, si on est capable de se sortir de ce rapport de pouvoir-là, de ne pas le voir comme une façon d'être dominant ou soumis, de sortir un peu de ces rapports-là pour les rapports sexuels, ou en tout cas de se rendre compte que c'est un jeu, de se rendre compte que c'est pas quelque chose qui a un impact sur l'identité ensuite qu'on aura ou sur le reste des rapports qu'on aura avec l'autre personne. Oui, donc effectivement, c'est difficile à définir, sexualité saine, mais je pense que déjà dans la notion de consentement, de juste être capable de consentir parce qu'on se connaît assez pour être capable de consentir et parce qu'on se sent assez dans une position assez confortable pour être capable de consentir aux choses qu'on veut et de s'assurer du consentement de l'autre. Ouais. Donc, la sexualité présente dans vos deux romans. Autre élément, les livres et la lecture, comme je l'ai dit. Donc, la découverte des livres même, est-elle une forme de sublimation possible devant le gouffre du mal, le gouffre de soi, le gouffre de la sexualité? Dimitri? J'ai l'impression que chez mon personnage, les livres, c'est le moment où déjà il sort d'une certaine solitude grâce aux livres, parce qu'il se rend compte qu'il y a des gens qui, avant lui, ont pensé des choses. Donc ça le replace dans une histoire, ça le replace aussi dans une communauté, et ça lui permet de lui-même, je peux dire comparer l'état dans lequel il est, mais en tout cas, il se sent moins seul, je pense, à partir du moment où il commence à ouvrir les livres. Et il se découvre un peu comme sujet pensant. Voilà. Il n'est pas juste quelqu'un qui peut être broyé par son destin. Hop, c'est un pas de côté. Et c'est un moment où on peut se penser, on peut penser les choses, on peut penser le monde. Donc il y a cette espèce de côté un peu d'îlot qui n'est pas tranquillisant, mais qui lui permet en tout cas de pas juste être quelqu'un qui vit, mais quelqu'un qui pense sa vie. Et c'est plus du tout pareil quand on fait ça. Ouais. Et ça arrive par les livres. Ouais. Et peut-être par les livres arrive-t-il aussi sa découverte de la complexité du langage, l'accès à une langue différente, à une langue complexe pour traduire le réel. Lui, c'est vraiment celui qui est dans je trouve qu'il y a quelque chose un peu de l'enfant philosophe chez Duke, c'est-à-dire qu'il prend toutes les questions sans hiérarchie, mais il en occulte aucune, et il les laisse venir, et il marche un peu comme ça sur ce champ de bataille qui est sa vie, en essayant de survivre avec peu de mots. Et donc, comme il a peu de mots, il a ce qu'il appelle son parlement, c'est une langue qu'il invente, et quand il sait pas dire les choses, il invente une manière de les dire, et ça lui permet quand même d'aller très loin. Et tout à coup, il découvre qu'il y a des gens qui avaient les mêmes problèmes que lui, finalement, et qui, eux, avaient une belle langue, et ça l'impressionne, mais ça lui permet de découvrir aussi quelque chose qui est juste la beauté par les mots, en fait. C'est une vraie découverte, lui, dans son univers de brutalité, de voir qu'avec les mots, on peut aussi faire du beau.
Oui. Myriam Vincent, vos personnages lisent. Ceux qui sont à l'université, on ne va pas trop s'étonner qu'ils soient entourés de livres, pardon, et qu'ils lisent. Mais le patron, là, le tueur à gages, il lit aussi. C'est un lettré à sa manière. Quelle est la fonction des livres chez lui? Chez James Hilberg en particulier, je dirais que c'est un peu la même. Je vais commencer par parler de la fonction générale et ensuite je vais aller préciser pour James Hilberg. Donc, un peu comme pour Dimitri, la littérature est souvent, je pense, une façon de se rapprocher des gens, de se sentir moins seul dans sa condition, dans ses pensées, dans son identité. Et pour Marilyn, par exemple, elle s'était retirée un peu de la société, elle se sentait à côté de la société des gens normaux parce qu'elle était devenue tueuse à gages. Et quand elle recommence à lire, quand elle recommence à étudier, ben, c'est une façon pour elle de réintégrer la société, de à nouveau se sentir faire partie de l'humanité en général. Et ça lui permet aussi donc de discuter avec des gens de littérature et même de commencer à écrire une bande dessinée avec sa nouvelle amie Zoé. Et tout ça, c'est des expériences qui viennent la réintégrer donc dans la société et la reconnecter avec une identité qu'elle avait endormie chez elle, donc son identité en fait qui est ouverte à autre chose que la violence. Pour James Hilberg, ça fait partie de ça aussi, donc l'intégration à la société humaine, mais pour lui, je pense que c'est aussi une façon de... en fait, je pense que James Hilberg c'est le personnage le plus, entre guillemets, personnage du roman, dans le sens où il est presque caricatural, il porte même beaucoup de masques pour arriver à gérer cette organisation criminelle et ne pas se faire attraper. Donc, je pense que pour lui, c'est une façon d'avoir accès à d'autres perspectives que la sienne et à pouvoir mieux naviguer les relations sociales en ayant accès à plus d'intériorité et en sachant plus, donc, comment se comporter dans différentes situations. Donc, je pense que pour lui, c'est aussi une étude de l'être humain. Oui, donc on approche, mine de rien, on approche de la fin de notre entretien qui est passionnant. Je voudrais poser la question de la morale, au fond, parce qu'il y a des gestes immoraux, il y a des qui sont évidemment faits dans les deux cas. Myriam Vincent, votre roman dont on ne dévoilera pas la fin, pose un dilemme moral. Furie est-il un roman moral au sens noble du terme? Mon Dieu, c'est encore une fois une très grande question. Je ne veux pas dire que c'est un roman moral au sens noble du terme parce que je ne veux pas dire que c'est un roman prescriptif ou un roman qui explique comment vivre sa vie, mais c'est certainement un roman qui pose des questions morales tout au long, en fait. Et il y a les péripéties qui sont plus, disons, punchées. Donc, le roman, mais je pense qu'il est possible d'en faire une lecture aussi où on voit pratiquement, c'est juste des dilemmes moraux tout au long du roman. Donc, et oui, c'est un roman qui se questionne beaucoup là-dessus et qui veut justement venir nuancer ces questions morales, montrer comment on peut être dans deux positions à la fois, se retrouver en deux chaises et comment on essaie de se représenter quelque chose de plus simple parce que c'est plus facile à vivre, mais qu'au final, c'est pas... j'essaie de ne pas dévoiler le punch de fin non plus. Non, surtout pas. Mais voilà. Ouais, ouais. Dimitri, le mot moral fait-il peur? Peut-il, doit-il être réhabilité par le roman? Je ne sais pas quel est le... J'ai pas d'avis sur là-dessus, c'est peut-être plutôt au lecteur de savoir ce qu'il reçoit et comment il le perçoit. C'est vrai qu'il y a eu des grands courants de la littérature au sens moral, parce qu'on avait envie de... Je crois qu'il y a un moment où on s'empare des sujets du temps, on s'empare aussi de choses qui sont complexes. Et j'ai pas l'impression heureusement, je crois que je me suis pas posé cette question-là en écrivant, parce que j'aurais sans doute eu trop peur d'écrire quoi que ce soit, ou de tomber dans la leçon, ou des choses comme ça. Si les gens le ressentent en disant, ça m'interroge, moi, sur ce que je suis, sur ce que je fais, et sur mes relations avec les autres, tant mieux. Mais je crois que c'est compliqué en ce moment parce qu'on est dans une période justement un peu dure, un peu tendue, et il y a beaucoup d'injonctions justement à dire faut penser comme ci, il faut penser comme ça. Et je crois que ce qu'on disait tout à l'heure, qui est important, c'est ça, c'est qu'il reste de la place pour la complexité aussi, sans que ce soit une complexité qui noie les problèmes. Il faut quand même bien qu'on puisse conserver la possibilité même de la nuance, c'est important. Donc le mot moral, vous ne le récusez pas forcément, mais vous ne le convoquez pas pour autant dans le roman. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça. Oui. Dernière question, Dimitri. Jusqu'où peut aller la résilience d'un enfant abîmé de la vie de l'enfance, en l'occurrence de votre personnage? Le mot résilience est aussi beaucoup, on l'entend beaucoup aussi aujourd'hui. Ouais. Alors, emparons-nous de ce mot.
Moi, je ne sais pas trop quoi vous dire. C'est vrai que moi, j'ai vu sur des procès des enfants qui étaient convoqués pour le procès de leurs parents prendre un crayon et dessiner. Et c'est absolument incroyable de voir ce réflexe enfantin du dessin aller jusque sur ce moment de l'audience où des gens vont être condamnés à des peines très lourdes pour des choses atroces et on dessine quand même. Donc, on se dit, c'est incroyable. Ça veut dire que donc on a envie d'avoir de l'espoir, mais on sait très bien que c'est des vies semées d'embûches. Donc moi, je ne me prononcerai pas dessus parce que il faudrait poser la question à ceux qui le vivent et qui expliquent comment des fois ils arrivent à passer au-delà ou comment ils n'y arrivent pas. Mais je pense que c'est quand même très difficile. Oui, Myriam. Oui, pardon. Allez-y, pardon. Non, je disais, il y a effectivement plein de gens qui vivent des choses difficiles et qui s'en sortent. Donc, ça existe. Mais c'est vrai que je crois que le sens du livre, c'était de dire, c'est ce qu'exprime Duke souvent, c'est que quand on a subi des choses, on a cette espèce de responsabilité qui est terrible et qui est beaucoup plus que ce que doivent assumer tous les autres. Et voilà. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Voilà. Oui. Myriam, le mot de la fin sur le mot résilience, le mot responsabilité. Oui, donc, comme Dimitri a dit, j'ai l'impression que le mot résilience est encore une fois un mot très complexe, mais qu'on utilise beaucoup un peu à toutes les sauces ces temps-ci pour parler de plein de gens, mais il faut effectivement questionner les victimes pour savoir la résilience qu'elles passaient dans leur vie. Je pense que dans Furie, en tout cas, le mot résilience pour Marilyn est associé au mot colère, donc on parlait de qu'est-ce que la colère peut faire en tout début d'entretien. Je pense que la colère peut aider à la résilience dans le sens où elle peut nous donner une énergie et nous faire avancer, mais c'est aussi quelque chose qui peut finir par nous enterrer, en fait, nous noyer. Ouais. Alors, je pense que je vous remercie tous deux. Je pense que ceux qui nous regardent auront saisi, je l'espère, mais j'en suis sûre, même la complexité et la force de vos deux romans. Je rappelle que cette rencontre a lieu dans le cadre du Festival littéraire international Métropolis Bleue à Montréal, en partenariat avec les Rendez-vous du premier roman, ainsi que le Festival du premier roman de Chambéry, lecture plurielle en France, que vos romans, je le rappelle, sont disponibles à la librairie du festival et aussi dans toute bonne librairie. Myriam Vincent, donc Furie, aux éditions Poète de Brousse, et Dimitri Rouchon-Bory, Le démon de la colline aux loups, aux éditions Le Tripode. Vous participerez à une autre table ronde dans le cadre du festival. 2 romanciers chevronnés se joindront à vous, Perrine Leblanc du Québec et Juan Gabriel Vasquez, journaliste et romancier colombien. Ce sera en français, dimanche 8 mai à midi à l'Hôtel 10, quartier général du festival. Et Dimitri, vous serez encore en visioconférence parce que vous êtes retenu à un autre festival au même moment, mais on voit que ça fonctionne très bien, la visioconférence. Et j'invite le public, évidemment, à consulter le programme en ligne sur le site du festival. Donc, merci à vous deux, merci à l'équipe technique et on vous attend au prochain roman. Merci beaucoup. Merci.